This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. All of our podcasts are available from our website, www.sas.ac.uk. There's one or two people who weren't here earlier, but welcome to the Institute for Germanic and Romance Studies. I shouldn't be here. The director of the Institute should be here, Professor Naomi Siegel, but unfortunately she's unwell, had to go home. So I'm going to just introduce this section of the afternoon. For those of you who weren't here earlier, we had a really lovely round table earlier on, and Sylvie was very, very generous and spoke a lot about her work and in really very interesting ways and answered questions, and we're very grateful to you for that, Sylvie. This session is a reading, and I'll leave it to Anna to introduce the details in a minute, but my role is really to introduce and to explain that this reading is part of or is funded, if you like, by a bequest that has been left to the University of London, that the School of Advanced Study, of which we are one of the School of Advanced Study is an umbrella organisation with 10 institutes of further study, if you like, or research institutes, so conferences and seminars. And the School of Advanced Study manages this bequest. It is called the John Coffin Benefaction. Every time we have, it exists for readings and recitals, and so it's lovely because we're able to invite writers and poets, musicians, all sorts of nice events here across our language areas. Okay. I have to read, as part of this, I have to read this dedication. So if you'll just bear with me, and I'll just have to read exactly the words. So, John Coffin Benefaction came to the University of London under the will of the late Mr. Arthur Charles Coffin. Now, Arthur Coffin was at one time Chief Education Officer at Bradford, and in pre-war days had close personal relations with a number of persons in this university. Mr. Coffin was concerned that in the growing intensity of specialisation in modern times, we should not lose sight of music, the arts, and what might be termed the cultural aspects of education. So in addition to the part of the bequest which is devoted to lectures in Christian ethics, history, literature and science, other parts are earmarked for literary readings of prose or poetry, chamber concerts or recitals, which since 2004 have been administered by the School of Advanced Study. This is what we're part of today. And Mr. Coffin further stated in his will that he desired that each event to be announced as part of the John Coffin Memorial, and it therefore appears likely that the bequest is in memory of his father John. Anna, I'll leave you to manage the proceedings for this afternoon. So thank you all for coming. Thank you, Jill, very much, and the Institute for having us, and the Coffin Trust for supporting this venue. And when Jill was mentioning that the money is made to invite writers and artists and musicians, I couldn't help but think that, in a sense, in the presence, in the person of Sylvie Germain, we have an artist, a writer, and a musician, because her love of art and her love of music is combined in all her texts and resonate to all of us who read her texts. And her talk this afternoon, her love of art and music certainly shone. And when we read her text, we not only enjoy the text, but it makes us want to know more about the art world and the music world. And it sets us off on a number of wonderful paths. So thank you so much, Viviana, for opening up so many paths for us to follow. But without further ado, to explain what Sylvie Germain would like to do now is she has written 30 or so books
The latest one just came out in 2009, Hors Champ, but she's actually going to read from a book published in the early 90s, Immensité. There is a section on Immensité dedicated to my dog. So that is the section that she will read. She will read a passage, and then the next passage, because the piece is somewhat long, the next passage will be read by Tom Baldwin in English. So we will have some French and some English. The book has been translated as Infinite Possibilities and is available in translation in English. And so we will work it that way, if that's okay with everybody. Instead of having a repetition of every passage, we'll have a truly bilingual event. Okay, thank you very much. Okay, so, to my dog, untitled. One night in the middle of winter, when it was minus 30 degrees, I was born in a little village in the Kökernoush. It was in February 1925. All over the sky there were stars as soft and white as drops of milk. It looked as though they were frozen too, my mother told me. She also claimed that you could hear wolves howling in the distance. My mother never lied. Apart from my dog and my mother, I've never known anyone who never lied. I have nothing to tell about my childhood years in the village. Nothing happened except the simple events linked with the seasons, and my mother's baking followed the same yearly cycle. In winter we had macaroons and cheese turnovers filled with raisins, and at Christmas there were plated almond cakes and sweets of different shapes and gingerbread biscuits. At Easter there were jam tarts and chocolate goodies, then bilberry, raspberry or blackberry cakes in summer, and apple and nut strudels in autumn. My mother never cheated, not even with the seasons, just like my dog. That's all there is to say about when I was a small child. I don't remember much except the food, and the way things smelt, the smell of the earth and the animals. My mother didn't cheat with death either. She had never been ill. One day she went and lay down with a headache. 10 days later she was being buried. Afterwards we were told that she had had a brain tumour. It was like a mushroom that had grown under her skull, a big, greedy, out-of-control mushroom. When she went and lay down, she knew straight away that she wouldn't be getting up again. People who spend their lives on their feet and were always busy never mistake signs. For them, life is being in motion, and stopping is death. She always understood everything, my mother, like my dog. She didn't complain. She was taken to the cemetery on a fine October morning. It was dry and cold, and the sun was shining very high up in a clear sky, like the copper pendulum of our clock, which my mother polished until it gleamed. The road was lined with russet beech trees, and the paths in the cemetery were sprinkled with a fine dusting of dead leaves, whose soft yellow colour shone gold in the sun. I remember seeing that pale gold trembling in my tears. I was 11. That same evening, my father got drunk, and from then on he never stopped drinking. He sold the house, left the village, and took me with him to Prague. We'd only just settled in the Žižkov district, when the Germans entered the city. I had just had my 14th birthday. My father, who until then had got sad when he drank, started to get violent. He was gradually turning into a walking liquor store, and as he did so, his character got uglier and uglier. Sometimes he brought women home. Since he beat them and insulted them, they didn't come back. So he went out and found more. It was a time of violent death. People were dying from bullets and bombs, some on the battlefields, other in the camps from hunger and beatings. My father died right in the middle of the occupation, not as a hero or a martyr, but from drink. He fell under a tram with as much alcohol in his veins as blood, just a sour old wineskin bursting open under the wheels. Now I was on my own. I was 17. I left school and went to work in a factory. The Germans were driven out of the country, but were soon replaced by another army of occupation, so nothing much changed. At 27, I married. 9 years later, my wife left me for an accordionist from Mlada Boleslav, who had a glass eye. Okay, so he's missing an eye, said my wife as she was leaving me, but he plays like a god.
Given that she had never shown the slightest interest in music, I concluded that the divine qualities of her one-eyed man must be located in the lower regions of his anatomy. I'd never been very keen on that side of things myself, so to cut a long story short, I was left on my own staring into space with two eyes that couldn't complete the charm of one glass. I got used to it very well. I never married again or learned to play music. Even so, the evenings did seem long sometimes, so I hung about quite a lot in cafes. I played cards, but my heart was never really in it. In fact, I got bored pretty quickly, wherever I was, whatever I did. I changed jobs quite a few times. I was a lorry driver, a post office worker, a removal man, a mechanic, a stretcher bearer, a meter reader, and even a cemetery attendant. From all of that, I gained a huge amount of insight into people's behaviour. At the end of the day, although they seem different, they're really all the same. Brave and cowardly at the same time. Stingy, yet capable of making fine gestures now and again. Wise or crazy, according to circumstances. Sometimes loyal, and sometimes treacherous. But sublime, never, or at least very rarely. All that most humans do is trail around with them a crumpled, dirty, moth-eaten little soul at the bottom of their pockets. Worse than that, a lot of them have holes in their pockets, and so they mislay their ragged little souls as they go along, without even noticing they've got. Et un jour, un chien est entré dans ma vie. L'ennui alors m'en est sorti. C'était juste après l'invasion du pays, au cours de l'été 68. Il a débouché à l'angle d'une rue où circulaient des chars. Il était tout jeune, un petit bâtard sans collier, un peu court sur pattes, le tronc puissant, la queue touffue, les oreilles en forme de feuilles de nicocoulier, le museau long et des yeux noisettes à reflets orangés, un pelage d'un beau cou cuivré, un jabot blanc. Il a levé la tête vers moi, m'a regardé comme s'il réfléchissait, puis m'a suivi en frétillant de la queue. Si je m'arrêtais, il s'arrêtait aussi, gardant toujours une distance de 2 mètres environ. Il penchait légèrement la tête et me jetait un regard envieux. Son regard était bon, plein de sagesse et de patience, comme celui de ma mère. Il m'a accompagné jusqu'à mon immeuble. Quand je suis entrée dans le hall, il a fait mine de continuer son chemin. Je suis montée jusque chez moi et je l'ai oublié. Mais le lendemain matin, quand j'ai ouvert la porte, je l'ai trouvé couché sur le seuil. Il a levé la tête et il m'a souri. C'est comme ça. Il arrive que des chiens sourient. Alors je l'ai laissé pénétrer chez moi. Il y est resté 18 ans. S'il a tant repoussé l'heure de sa mort, c'était pour retarder le plus possible le moment de la séparation. Il savait bien que j'aurais de la peine. J'en ai bien plus encore qu'il ne le soupçonnait. Le jour où il s'est introduit chez moi après m'avoir souri, il a inspecté mes 2 pièces et la cuisine et a jeté son dévolu sur un étroit sofa placé sous une fenêtre du salon. Il a sauté dessus, il m'a regardé, l'air de me demander si ça allait comme ça. J'ai fait signe que oui, et le sofa est devenu sa couche. J'ai déménagé 3 fois par la suite. Le chien et mon sofa sont toujours entrés en premier dans le nouveau logement. Je n'ai pas cherché de nom particulier à cet animal. Je lui ai donné le nom de sa race. Je l'ai appelé chien. Bâtard ou pas, il appartenait à l'espèce canine. Quant à moi, j'aurais bien aimé m'appeler homme. Monsieur homme, tout simplement. Parce qu'avec ma carrure de taureau, ma tête au carré et ma voix de basse, j'ai bonne mine de me nommer Rossignol. On s'est toujours moqué de mon patronyme qui me va comme un tutu en dentelle à une otarie. Chien et moi, nous nous sommes tout de suite entendus à merveille. Il était calme et solitaire. Il recherchait aussi peu la compagnie de ses progénères que moi celle des miens, et se méfiait des chiennes autant que moi des femmes. Je me suis mise à lire. À plus de 40 ans, j'ai découvert les livres, le bonheur de la lecture. Les grands navigateurs partis explorer le monde et abordant de nouveaux continents ne devaient pas être plus étonnés que moi lorsque je me suis lancée dans l'aventure de la lecture. Au début, j'ai lu un peu n'importe quoi. J'allais dans les bibliothèques et je procédais par ordre alphabétique. Peu à peu, je me suis mieux orientée et j'ai troqué le système alphabétique contre celui de l'intuition. Un jour, je suis tombée sur un auteur qui m'a fait l'effet d'un coup de canon. C'était Strindberg.
Sûrement que je n'ai pas compris grand-chose, mais ça m'a ébranlé. Cet homme-là m'avait même tellement bouleversée que j'ai alors entrepris d'apprendre le suédois. J'ai étudié tout seul. Le soir à la maison, je parlais en suédois, chien. Enfin, je jargonnais. Je ne suis pas très douée pour une langue. Chien, couché sur son sofa, m'écoutait avec attention. Je crois que Chien, lui, comprenait toutes les langues, car dans la voix humaine, il n'écoutait que les inflexions du cœur. Every morning and evening, Dog and I went out for a walk. In the mornings, I was the one who decided where we would go, and since I didn't have much time, the route hardly ever varied. We just took a stroll around the area. In the evenings, it was Dog who took me for a walk. He trotted along confidently and led me wherever he thought proper. I don't just mean that in a manner of speaking. He would lead me through street after street until we reached a square or a park, which was really a proper place to go for a walk. There he would slow down, sniff the air and the earth, the roots and the grass and the clouds as well, and I did the same. I wasn't as good at it as he was, but even so I breathed in diligently and smelt the smell of the wind, the thyme and the light. With Dog I learned how to smell. I learned that everything has an odour, even sounds, colours and passing time. I also learned to look and listen in a different way. I began to perceive the world and people with the senses of a dog. In the end, I loved life with a dog's heart. A heart that's always vigilant but never anxious. A heart with a sense of smell and a passion for open space. It was within myself that I found that open space, and it was Dog who helped me discover it. He taught me so well to keep my heart on the lookout that I scented an odour of infinity inside my own being. By taking me for walks through the city streets and parks, Dog actually led me through the infinity of my inner self. And on the way, I detected some tracks, ones left by God, or to be more precise, by his absence. I listened to his silence in me, watched his absence in me, and touched his emptiness. Some days I could feel with my fingertips the peculiar consistency of his emptiness. I never prayed or went to church. I just walked through this desert of God. Desert of God. That's the way I, a man-dog, say my prayers. I want to talk more about my dog's smile, even though it's impossible to describe. Dog had the smile of those who see right through the world and time, who feel with all their senses that real life is not fully present except at times when the silence of infinity flutters against the surface of the present moment, when the mystery of the invisible world comes and knocks gently against the simplest things. The wood of a table sticky with beer froth, the glaze of an earthenware mug, the banisters on a staircase, the crust on a cobweb, a dustbin cover, a wall, a tree. There were days when all at once Dog, for no apparent reason, would look up, prick his ears and listen. He had sensed an invisible presence which I could not feel, but which I then became aware of through him. Dog had the smile of the chosen ones on whom the angel had laid his hand. It was something I gradually came to realise as the years went by. The dog was in fact the companion of the angels. You may think that's raving nonsense or blasphemy, but it's not, and I'm not joking either. It's the truth. Maybe there are times when there is such a shortage of men worthy of being touched by the angels that the angels get discouraged and turn to animals. The fact remains that of the two of us, Dog and me, he was the one who was master. He was on a par with the angels. He had the fire of their caresses in his coat and the softness of their light in his smile. I walked behind him in his shadow. I have already said that most human beings are pretty mediocre and uninteresting. And worst of all, that many of them are very slovenly in the way they treat the poor little soul they have been given. They tear it to shreds and turn it into a cleaning rag. Dog was different. He didn't have a soul, he was a soul. The gentlest and most modest of the great souls. An angelic soul with 4 legs and tawny fur, sublime in his humility. Chien a vieilli. Peu à peu, il est devenu sourd et aveugle et s'est paralysé de l'arrière-train. Il passait presque tout son temps à dormir d'un sommeil lourd, gémissant. Il souffrait. Les vétérinaires que j'ai visités m'ont proposé de le piquer. Certains locataires de l'immeuble où j'habitais m'ont donné le même charitable conseil. Aucun ne soupçonnait la vraie nature de Chien. Si je leur avais dit d'ailleurs, ils auraient ri.
Et il m'aurait fait remarquer, en se croyant très judicieux, qu'un chien de nature angélique, si tant est que cela puisse exister, n'aurait pas dû vieillir si misérablement, grossir si laidement, devenir impotent et malodorant de surcroît, comme si le fait d'être touché par la lumière des anges devait obligatoirement transfigurer et embellir et soustraire aux lois biologiques. Les lois du corps et du temps sont impitoyables. Mon chien a subi la vieillesse, la grande misère de la vieillesse, comme n'importe quel être vivant. Il n'a pas été épargné. Et pourquoi aurait-il dû l'être? Au nom de quoi? Loin de s'octroyer des passe-droits, la sainteté se soumet au contraire aux lois et devoirs communs à tous. Mais les gens, parce qu'ils sont crédules du côté des apparences et incrédules côté cœur, parce qu'ils ont l'imagination rabougrie et bétonnée d'idées toutes faites, exigent des miracles pour consentir à croire ce qu'ils ne comprennent pas. Le mystère se passe des miracles extérieurs. L'invisible n'a que faire des phénomènes extraordinaires. Le merveilleux est d'une absolue discrétion. Et puis, si Dieu est descendu sur la terre en s'incarnant dans le Fils de gens simples, s'il a subi le supplice et la honte de la mort d'un vulgaire brigand, pourquoi un ange ne viendrait-il pas sous la forme d'un chien, d'un brave bâtard errant dans les rues d'une ville envahi par des chars? Chien était venu vers moi. Il ne m'avait jamais quitté, m'avait conduit en des immensités dont j'ignorais l'existence et que personne ne m'avait montré. Chien fut mon ange gardien, mon compagnon, mon maître. Il était la lumière de ma vie. Comment aurais-je pu écourter les jours de cet animal? Je l'ai soigné, j'ai veillé sur lui. C'était bien la moindre des choses que je lui devais. Je lui devais tout. Chien est mort. Il est parti en éclaireur. Il me reste son sourire qui rôde encore autour de moi et la douceur de son pelage qui s'est gravé dans la peau de mes paumes. Il me reste aussi un tout petit peu de son flair au fond du cœur. Et c'est avec ce cœur-là que j'attends la mort. Je n'ai pas peur. Quand elle viendra me prendre, elle aura la démarche et le sourire de chien. Du temps où il s'approchait de moi quand je rentrais du travail pour qu'on ressorte se balader. La mort me conduira où bon lui semblera. Et ce sera très bien. Sûrement l'éternité aussi doit avoir une odeur, un goût de lumière pure. Le récit de M. Slavik s'arrêtait là, en milieu de page. J'en ai craint, hein, comme M. Slavik. Oui, après c'est le chien. Le chien. C'est la petite chien. Thank you very much. What we would like to maybe do now is maybe take some questions that from the audience, either on Immensité or other texts, and then there will be a further shorter reading from another book. So, would you like to ask anything? Could I ask a question? But the latest novel, Hors Champ, which is you want to see this here, also features a neighbour with a dog. And there are several things in Hors Champ that remind me of Immensité. Are you consciously coming back to some of the concerns of Immensité? Non, mais en tout cas, des chiens, il y en a quasiment dans tous mes livres depuis le premier. Donc, un livre où il n'y a pas de chien, ça me semble maintenant... Oui, mais le voisin avec le chien, c'est quand même un peu plus précis. Non, c'est vrai que dès mon premier roman, il y avait un chien qui jouait en fait quand même un rôle important. Et je crois que dans quasiment tous mes livres, en tout cas, il y a des animaux. Bien sûr, j'en profite pour mettre mon bestiaire préféré, tout y passe. Mais les chiens, je crois qu'il y en a presque à chaque fois. On ne verra pas beaucoup de chats. Je ne suis pas une femme chat, je suis une femme chien. Et dans le dernier, c'est vrai que j'ai mentionné le chien et je dois avouer que j'étais très malheureuse. Parce que, je me disais, c'est pas possible que ça arrive. Mais si. Le chien ne le sent plus. Je me dis, non, là c'est trop. C'est pas possible que même un chien qu'il échappe au flair du chien. Mais si, dans son effacement absolu, même ça, il va finir par échapper au flair du chien. Donc du coup, le chien a un rôle très, très secondaire.
Mais non, je ne me souviens pas toujours. C'est justement quand il y a des séances de lecture comme ça que parfois ça me met un peu mal à l'aise parce que je me rends compte que je répète certaines choses, je reprends des images ou des métaphores ou certains vocabulaires qui reviennent parfois un petit peu trop. Mais ça, c'est l'éthique de l'écrivain. J'ai des questions, mais peut-être par rapport à celui-ci. J'ai remarqué que vous en parlé tout à l'heure, le thème de la musique. Par exemple, dans Éclat de sel, on voyait Ludwig qui entendait une mélodie qui est jouée au clavecin. On retrouvait ce thème récurrent aussi dans Nuit d'ambre avec le personnage de Baladine qui parvient à s'échapper en fait de son environnement de violence par la musique. Est-ce que la musique sert de révélateur parfois au personnage? Tout peut servir de révélateur. Bon, quant à la musique, je n'ai malheureusement qu'un lien très extérieur. Je n'ai jamais appris, je ne pratique pas, et je n'ai pas du tout une oreille musicale. Donc je me sens très très frustrée. Et il sera assez difficile de parler vraiment de musique, d'évoquer vraiment directement ou longuement la musique dans un roman, là où d'autres écrivains que je connais sont capables d'écrire de très très belles pages sur la musique, mais parce qu'ils en ont une connaissance de l'intérieur. Je pense à une femme écrivaine qui malheureusement est très très peu connue même en France, alors qu'elle fait un très beau travail qui s'appelle Catherine Lecron, qui est très bonne musicienne, et elle sait parler de la musique. Ou sinon, un autre auteur que je vais vous citer, qui là vous devez connaître, qui écrit des pages splendides sur la musique, c'est Quignard. Pascal Quignard, dont on a parlé tout à l'heure, lui il excelle à parler de la musique, mais c'est aussi quelqu'un qui a une pratique de la musique. Il m'est plus facile, je suis plus visuelle finalement, donc de parler de peinture. En même temps, la musique est quelque chose qui évidemment joue un rôle très important dans ma propre vie. Les émotions dont j'ai pu parler tout à l'heure quand je parlais d'être empoigné presque devant un tableau, d'être profondément bouleversé, avec la musique c'est même encore plus direct. C'est même connu, c'est peut-être la manifestation artistique qui est la plus bouleversante, qui vous pénètre le plus rapidement. C'est d'ailleurs aussi pourquoi la musique peut, comme la langue, dans certains régimes, certains pouvoirs, être utilisée de manière très pervertie. Parce qu'on sait que la musique vraiment agit d'une manière très, très profonde, très directe sur les émotions, sur tout. Et dans beaucoup de mes livres, je mentionne l'importance parfois de la musique, des moments où elle peut être révélatrice de quelque chose. Dans Immensité, d'ailleurs, à un moment, j'avais pensé pour changer du passage du chien à ce passage-là, où il entend le personnage de Procop Popa entend à la radio la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Et ces moments où je parle de ces pulsations, on a l'impression vraiment de pulsations par moment. Et quand il y a des reprises constamment. Et du coup, j'ai découpé tout ce passage, avec en plus en appuyant sur certaines phrases allemandes, en les répétant justement, parce qu'il y a toute cette répétition, pour mettre en scène une sorte de, on va dire, pas délire, mais il y a tout un jeu onirique qui va se passer, et il visualise bien évidemment, quelque chose va se passer d'assez important chez le personnage, qui est provoqué par la musique. Et je pense que la musique provoquerait pas grand-chose chez nous s'il n'y avait pas déjà l'espace de résonance qui est prêt pour ça. C'est comme avec la lecture ou les arts plastiques. Pourquoi à certains moments de notre vie on est complètement indifférent, voire parfois presque hostile à quelque chose où ça ne nous touche pas, et puis on essaye, on redécouvre cette œuvre parfois 20 ans plus tard, et là on est prêt, on est mûr pour recevoir. On se dit mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Mais c'est pareil avec des personnes, parfois des gens qu'on a croisés plusieurs fois, il se passe rien, un jour c'est une sorte de coup de foudre, mais l'inverse est là, c'est vrai aussi. Ce qui a été un jour un coup de foudre, une rencontre, des années après, parfois ça ne nous fait plus d'effet. Donc bref, ça fait partie de tout ce qui nous constitue dans la vie, ces rencontres avec une œuvre d'art. J'aurais envie de citer, sinon, bien sûr, Bach, Schubert et quelques-uns, il y en aurait beaucoup d'autres à citer, mais d'autres qui ont eu vraiment des effets très très puissants, je peux dire, sur moi, et
peut-être ont provoqué des choses dans l'imaginaire. Il y a eu Mahler et Shostakovich. Et il y a même parfois des passages, certaines œuvres, je ne peux pas les écouter longtemps, ça fait presque violence, quoi, ça fait... Oui, une toute petite question sur le texte que vous venez de lire. Il m'a semblé y reconnaître un écho biblique, mais je parle à partir d'un souvenir très faible et confus du livre de Tobie, n'est-ce pas? Enfin, cette juxtaposition de l'ange et du chien. Est-ce que c'est tout à fait hors de... Non, c'est même assez drôle, parce que d'une part, dans la Bible, il n'y a quasiment jamais de chien, hein, à part effectivement le livre de Tobie. Oui. Sinon, il n'y a quasiment jamais de chien. Encore le chien est mentionné, c'est de manière très négative. Comme il est dit, comme le chien retourne à son vomi, le pêcheur retourne à son péché, quoi, je veux dire. Et comme dans l'ensemble de cette région géographique et de cette culture, les chiens étaient des animaux pour rien, ils n'étaient pas bien vus. Et alors le livre de Tobie a d'autant plus intrigué les gens et nourri pendant longtemps quand même l'imaginaire du peintre. Ça a été très très représenté. Rembrandt, c'est parmi les plus connus, il y a des choses magnifiques peintes par Rembrandt, et également chez les Italiens, où on voit l'ange et puis un petit chien qui hop, s'en va comme ça, et le jeune Tobie. Je ne peux pas dire que je ne connais pas bien la chose, parce que ça m'a même... Je me suis inspirée de ce livre de la Bible, ceci dit qu'il figure tel quel que dans la Bible dite catholique, les traductions pour catholique. Bible protestante, ce n'est pas mis dans le corpus, ni, je crois, hébraïque. Mais c'est un texte extraordinaire parce que c'est condensé, vraiment presque comme un synopsis de roman, je trouve. Il y a un début, un drame qui se noue, qui culmine, et puis qui se dénoue. C'est très très étonnant. En même pas une dizaine de pages, tous les personnages sont très vite mis en place, dans des situations extraordinaires, bien sûr, avec l'histoire d'Asmodée qui tue les 7 jeunes mariés, avec mariage non consommé, avec la jeune Sarah, etc. Mais il est très étonnant parce qu'il est tellement condensé, et en même temps on peut le voir comme un livre d'initiation, comme un conte, ce qui était la fonction des contes dont on a parlé tout à l'heure. C'était des récits d'initiation finalement. Tobie il sort à peine de l'adolescence. Donc bien sûr je me suis souvenue de ça, et du coup j'ai écrit un livre qui s'appelle Tobie des Marais, où j'ai repris complètement la structure de base, j'ai pris du coup comme un synopsis le livre de Tobie, sauf que je l'ai situé au XXe siècle, et géographiquement je l'ai déménagé dans le Marais Poitevin. Voilà. Et bien sûr il y a un chien qui du coup a un rôle. Voilà. To maybe ask a question. God, religion play an important role in your text, and there have been essays written about this, and clearly it's come through even just in the last half hour when you've been reading. But would you say that your characters, rather than perhaps attesting to the existence of God, attest to the desire to believe in God in a society that has moved beyond being, where religion is more of a ritual than an actual part of life? Je dois avouer, vous savez, quand on écrit des romans, c'est pas tant pour interpeller de manière assez directe, c'est contemporain, d'abord parce qu'on n'est même pas sûr qu'on sera lu, pour... je veux dire, parfois on me demande quel message avez-vous voulu passer. Ça c'est une question qui me terrifie. On ne veut pas passer un message quand on est romancier. Si on fait un certain travail de philosophie ou autre, peut-être là d'accord, on a un message. Mais quand on est romancier, bon... Je crois que la première chose que fait le romancier, c'est d'être à travers les romans, c'est de dialoguer avec lui-même, c'est-à-dire lui-même, justement tout ce qui le fait, toute cette altérité qui fait qu'on est soi-même. Tout à l'heure, j'ai eu à parler déjà de cet aspect, cette dimension polyphonique qu'on a tous. On est fait de plein de voix, on est constitué de plein de voix. Je rappelle souvent une formule de Lévinas, mais bon, même pas besoin d'être Lévinas pour... c'est une évidence pour dire ça, quand il dit... Nous n'écrivons et ne parlons que parce que d'autres, en amont de nous et autour de nous, ont parlé, ont écrit, et parlent et écrivent.
On n'écrirait jamais, on ne parlerait pas si on ne nous l'avait pas appris, si on ne s'embarquait pas dans un sillage comme ça, un sillage et un sillon, on peut jouer sur les deux mots. Et c'est parce qu'on est habité vraiment, parfois hanté, tourmenté, bon, on peut prendre plein de verbes différents, par toutes ces voix qui parlent en nous. Et ces voix, c'est aussi bien celles de la famille, celles des ancêtres, à commencer par les voix peut-être parfois les plus pressantes ou les plus agissantes, sont parfois les voix les plus tues, les plus silencieuses, les plus détournées. Là, ça renvoie presque à toute la psychogénéalogie dont on parle pas mal depuis quelques années, le fameux thème des fantômes dans les placards, comme on dit, hein, avec toutes ces voix justement qui n'ont pas été formulées mais qui passent, hein, qui viennent quand même nous informer sans précision. Voilà. Et puis je pense que bien plus profond que ça, bon, il y a toutes ces voix, et toutes les voix de la littérature, mais je mentionnerai aussi bien le cinéma, on a assez parlé de la peinture, de la musique, enfin tout, les voix de l'histoire, les voix aussi des anonymes. Ce matin, tout à l'heure, il a été question des guerres. Pourquoi l'importance des guerres dans mes romans? C'est parce que je pense que la voix de tous ces gens, hommes, femmes, morts pendant les guerres, tout ce qui s'est passé comme épouvante, ces voix-là, c'est à la limite un peu... Du coup, ça me fait penser aux contes, surtout les contes bretons, parce que les Bretons sont très forts avec ça, pour faire errer les voix des morts, les morts mal morts. Bon, je crois que dans tout l'Occident, on a trouvé ça pendant longtemps, cette idée qu'un mort mal mort, un mort qui n'a pas été enterré, ou sur la tombe duquel on n'a pas prié, ou qui n'a pas eu droit à sa messe, etc., sa voix était errante, parce que c'était une âme errante. Et donc, il y avait un danger avec ça. Mais je crois qu'à travers les contes, l'humanité a toujours essayé d'exprimer des tourments que les psychanalystes ont très bien su repérer et analyser autrement, dans un autre vocabulaire, une fois que la psychanalyse s'est mise en place, d'où l'intérêt des contes, d'où leur dimension universelle et leur importance. Et après, je m'éloigne un peu de votre question. Donc, il y a toutes ces voix en nous, c'est valable pour n'importe qui. Le romancier est quelqu'un peut-être qui est plus poreux, hein, et qui a cette espèce de porosité au bruit, à la rumeur du monde, à toute cette polyphonie, et qui est en dialogue avec, enfin du moins qui essaye de dialoguer, qui essaye de rentrer en relation, en dialogue avec au moins certaines de ces voix, pour essayer de comprendre. Alors, en ce qui concerne la question de Dieu, elle se pose par la force des choses. J'écris d'une certaine époque, tout à l'heure je disais, je me sens plus, malgré tout, du XXe siècle. De toute façon, ça ne s'arrange pas avec le XXIe, même si on prête à Malraux la fameuse phrase prétendant que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. On a assez déformé sa phrase. Et en tout cas, dans l'Occident dit chrétien, la déchristianisation est évidente. Et elle va très loin. Et elle ne s'est pas achevée encore. Certainement, ça doit traîner des tas de choses. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passera au terme de ça. On ne sait pas du tout. Un renouvellement, quelque chose d'autre. On ne peut pas savoir. Mais par la force des choses, quand on s'inscrit encore dans ce courant-là, et qu'on y tient en plus, enfin, je veux dire, c'est un héritage que moi je revendique, et comme tout héritage, il y a une part des choses peut-être à faire, mais justement, dans la part des choses, c'est ne pas tout jeter d'un coup, sous prétexte que dans l'histoire de l'Église, il y a tellement de crimes, d'ombres, de choses terribles. Beaucoup, à cause de ça, prennent tout et jettent tout, c'est-à-dire les évangiles avec, la Bible, les évangiles, tout avec. Et là, je crois qu'on fait une erreur absolument dramatique, parce que l'histoire de la chrétienté de l'Église, c'est une chose, où il y a des choses sublimes, il y a des choses horribles, bon, c'est l'histoire humaine, tout simplement. Mais les textes même, Premier et Second Testament, ça, c'est autre chose, puisque ça relève constamment de nos interprétations. Bon, voilà, selon l'interprétation qu'on va faire. Et du coup, ces questions qui, moi, me tourmentent, me taraudent depuis très très longtemps, qui sont liées avec d'autres questions, d'autres tourments dont il a été question avant en parlant des guerres, pourquoi la Shoah, pourquoi ces choses-là, qui fatalement tracassent, tourmentent et blessent, mais pas seulement sur le plan de la solidarité humaine, où on se dit, mais c'est quoi l'humanité? À quelle espèce j'appartiens que l'espèce humaine? En même temps, ça ébranle considérablement aussi
ce qui aurait pu être une foi chez moi. Je veux dire, il y a de quoi se poser des questions, surtout quand c'est vers l'adolescence. Comment essayer de faire le lien entre l'atrocité de l'histoire commise dans l'Occident chrétien, partie cette atrocité d'un des pays vraiment christianisés depuis longtemps et d'une immense culture qui était l'Allemagne, on peut se poser des questions. Comment l'atrocité de la Shoah, avec toute la lâcheté autour de tous ceux qui ont aussi collaboré d'une certaine manière, a pu fonctionner et en même temps, quel était l'impact alors de la christianisation? Il faut croire que ce n'était pas rentré en profondeur. Effectivement, je pense que ce n'est pas rentré vraiment en profondeur. Mais bon, on est en droit de se poser des questions. D'ailleurs, à commencer par les victimes numéro 1, les Juifs, beaucoup aussi ont perdu la foi ou s'en sont éloignés, ou se sont vraiment posé des questions. Et après la Shoah, les discours des théologiens, les discours religieux dans l'ensemble, a vraiment changé. Et du côté aussi des catholiques, enfin pas seulement des catholiques, des chrétiens, mais les catholiques se sentant peut-être parfois en première ligne avec les fameux siècles d'enseignement, ce qu'on a appelé l'enseignement du mépris de la part, longtemps ce ne fut que l'Église catholique, même si c'est pas si simple non plus que les protestants, mais bon, l'Église catholique avait une histoire beaucoup plus longue derrière. On retrouve les mêmes errements et les mêmes horreurs, parfois antisémites, etc., aussi chez les orthodoxes, malheureusement. Donc, ça met en cause le christianisme, vous voyez, ça met en cause beaucoup de choses. Donc, c'est à la fois, la Shoah a remis en cause pour les chrétiens leur propre appartenance à cette tradition et leur propre responsabilité et culpabilité de l'Église dans l'enseignement, ce qu'on a appelé l'enseignement du mépris, qui a aussi conduit à ce que tout ça puisse se mettre en place. Mais en amont même de ça, fatalement, on se pose la question aussi de l'existence de Dieu. Certains ont hurlé là-bas. Il y a la phrase, enfin le texte célèbre, je suis sûre que plusieurs d'entre vous le connaissent, de Elie Wiesel, la nuit, quand dans ce texte, Elie Wiesel, obligé d'assister à la pendaison d'un enfant à Auschwitz, il y a plusieurs hommes et un tout jeune garçon qui sont pendus. Les hommes meurent relativement vite, le petit garçon il est tellement léger qu'il ne meurt pas. Il est à l'agonie, son agonie dure longtemps. Et les hommes sont tous obligés d'être là et d'assister à cette chose. Et à un moment, un homme qui donc... C'est tellement épouvantable, il y en a un dans le dos d'Elie Wiesel qui s'écrie « Enfin, où est Dieu ?» Je veux dire, parce que c'est insoutenable. Et Elie Wiesel, alors c'est devenu très célèbre dans ce livre, Elie Wiesel dit « Mais il est là. Il est là, évidemment. » Et ça, un chrétien, du coup, ne peut que le ressentir très, très fortement. Et d'ailleurs, Elie Wiesel a fait attention, puisqu'il a été... Beaucoup de chrétiens ont essayé de récupérer l'histoire d'Elie Wiesel. Et d'ailleurs, son premier livre, La Nuit, avait eu une introduction de François Mauriac. Et bien sûr, un chrétien va se dire, oui, il est là, et on ne peut faire qu'une association avec l'image christique. Mais en même temps, c'est tout à fait normal. Je veux dire, si on se dit que le Messie, c'est une incarnation de la dimension du divin dans la fraternité humaine, c'est sûr qu'un enfant, une femme, un homme, un vieillard, peu importe, qu'on met à la torture et qu'on pend, on se dit, là, oui, Dieu est là. Je veux dire, comme si, du moins dans l'image que les chrétiens se font de Dieu, toute image d'un individu, d'un être humain souffrant, va se dire, c'est Dieu. C'est comme dans la fameuse parabole du mont Samaritain, on peut très bien y voir dans cette parabole une métaphore aussi de Dieu qui chie sur le bord de la route, voilà, et auquel il faut porter secours. Je reviens quand même, parce que de me rendre. Et c'est tout ça pour dire qu'effectivement, de roman en roman, avec, bon, plus ou moins peut-être de maladresse, et donc aussi des redites et des reprises, c'est tout ce questionnement-là qui me revient. Et parfois, j'ai écrit des essais, donc là où je pouvais aborder peut-être plus directement à nouveau ces questions, mais les romans restent pour moi un espace où ce questionnement qui vraiment me taraude revient sous des formes diverses. Alors maintenant, les gens qui vont lire, ça prend sens ou pas pour eux. Je sais, en France, dans certains milieux, mais vraiment dans certains milieux littéraires, critiques littéraires qui sont plutôt à la mode et qui font la mode en France, je suis plutôt méprisée et pas lue, avec carrément des a priori, parce que on m'a estampillée non seulement chrétienne, mais pire que tout, catholique.
Et c'est vrai qu'il vaut mieux en rire, mais c'est vrai que dans certains milieux intellectuels, le fait d'être catholique, comme si c'était encore la religion dominante, ce qui n'est plus, ce n'est plus une religion dominante, Dieu soit loué, mais pour certains, il y a encore cette représentation-là. Comme parfois je vois des caricatures dans les journaux, on nous représente encore des prêtres avec habillés à l'ancienne, alors qu'il n'y a plus que les intégristes qui les portent, ils sont très rares, ou des religieuses avec des cornettes comme ça, mais c'est des fantasmes. Il y a longtemps que les religieux ne portent plus des cornettes comme ça. Mais bon, les gens aiment bien, c'est toute une imagerie. Et c'est un type de questionnement qui vraiment désintéresse complètement une grande partie de personnes. Enfin, je parle pour le pays dans lequel je vis, mon pays, la France, c'est comme ça. Il y a des gens qui s'intéressent, mais c'est plus en marge. Et je sais, parce qu'on me l'a dit, j'ai eu des retours parfois de gens qui m'ont carrément dit « Vos livres ne nous intéressent pas, on n'en parlera pas dans nos revues ou à notre radio et tout. Alors c'est trop symbolique, ou vous êtes trop métaphorique, on m'a dit ça. Ou ben, surtout vous êtes trop chrétienne et trop catholique. » Et bon, ben voilà, parce que c'est un questionnement, pour certaines personnes, ce questionnement-là vraiment ne fait pas sens. Mais je peux l'entendre. Je ne dis pas ça pour m'en plaindre ou pour... Bien sûr, je peux déplorer, mais je peux très bien entendre. Ça fait partie justement de ce énorme mouvement qui se passe dans nos sociétés, dans cette société occidentale, mais comme on a le nez collé dessus, on ne peut pas vraiment mesurer et tout comprendre. Il y a un philosophe qui est très intéressant, c'est Giorgio Agamben, un philosophe italien, et j'ai lu il n'y a pas très longtemps. En fait, c'était une conférence, un tout petit texte de Giorgio Agamben qui s'appelle, je crois, « Qu'est-ce qu'être contemporain ?» où il parle de la difficulté pour un contemporain de parler de son époque, parce qu'on a le nez collé dessus. C'est comme un tableau, si on a le nez collé dessus, on peut pas... Il nous faut pour toute chose une juste mesure, un certain angle, un certain point de perspective, sinon on n'y arrive pas. Et donc, je suis comme n'importe qui, j'ai le nez collé sur mon époque, donc je ne peux pas bien tout comprendre ou analyser. Puis parfois on essaye de se dégager un petit peu, on essaye de comprendre un petit peu, et il y a quelque chose qui semble logique entre guillemets, qui me semble presque fatal. Voilà, il y a un mouvement, ça suit, c'est un peu comme les avalanches, ça suit sa course, quoi. Mais de mon côté, c'est pas pour ça que je vais cesser de creuser, moi, là où où les questions restent à vif. Pourquoi les questions elles restent là à vif? Et je pense que jusqu'à mon dernier roman, je tournerai autour de ça. Donc ce thème du silence que vous avez signalé tout à l'heure, et par excellence, ce thème dit du silence de Dieu. Alors, est-ce que c'est un Dieu qui se tait? Est-ce que c'est nous qui sommes sourds? Enfin, mais ça, c'est banal, hein, on se pose ces questions-là depuis des siècles. Et je pense qu'on se la posera encore longtemps, même s'il y aura moins de monde pour se la poser, quoi. Et aussi bien la déchristianisation pose problème, mais dans le même temps, les attachements outranciers et des formations d'intégrisme dans d'autres religions ou petites poches de résistance à l'intérieur du christianisme, mais quand on voit les dérives dont on nous parle beaucoup, on met trop en scène d'ailleurs avec l'islam, qui ne se réduit pas à ces intégristes, heureusement pour eux, et je plains d'ailleurs la plupart des musulmans, se dire qu'on donne une image d'eux absolument calamiteuse, mais ça pose aussi problème. Hein, de toute façon, c'est encore un autre type de question. Et les intégristes, qu'est-ce qu'ils cherchent quand on est comme ça dans la frénésie d'un sens qu'on pose absolu, on se doute bien que là aussi c'est le symptôme de quelque chose. À la limite, tout est symptôme. Hein. On peut reprendre tout le vocabulaire de Nietzsche et sa manière de critiquer le christianisme. Mais on peut aussi reprendre ce vocabulaire-là, aussi grille d'analyse, pour essayer de comprendre une période de athéisation, je ne sais pas comment on pourrait dire, en tout cas en ce qui nous concerne, de déchristianisation. J'imagine que le même phénomène doit se passer ou est sensible en Angleterre, comme dans la plupart des pays d'Europe. Dans Éclat-de-ciel, on retrouve aussi vos interrogations par rapport au monde actuel, aux événements passés, à travers le personnage du kiosquier qui discute avec Ludwig quand il lui tend une cigarette et qui discute de la barbarie du monde, et on retrouve des interrogations sur l'individu, les questions qu'il se pose par rapport aux violences
arriver à l'autre monde. Est-ce que vous pensez que l'individu a une part de responsabilité on parlait tout à l'heure de l'oubli, après par exemple la souveraineté africaine, l'individu a-t-il une part de responsabilité dans ses oublis? Ce sera encore là, presque un sujet de débat et de colloque, ça. Mais non, ce sera vraiment un sujet intéressant, parce que, alors déjà, du coup, c'est un problème de vocabulaire, j'ai envie de dire. Individu, c'est un peu neutre. On a plutôt envie de dire une personne. C'est-à-dire, l'individu, c'est justement quelqu'un qui peut-être oublie sa dimension de personne, au sens de Lévinas, ou au sens chrétien, au sens moral, même tout simplement au sens kantien. On n'est même pas obligé d'aller chercher tout de suite une référence religieuse. On a une responsabilité, en tout cas dans la mesure où, effectivement, on ne va pas s'engager, où on ne fait rien. Alors, dans ce cas, moi, je suis infiniment coupable, je le sais. Vu que les horreurs continuent, que les injustices se font tout le temps, qu'il y a des guerres encore un petit peu partout. Alors, dès qu'on ne s'engage pas d'une manière très concrète, très entière, très directe, on peut se sentir effectivement très, très coupable. Et déjà, il suffit de marcher dans la rue, dans n'importe quelle ville, on passe devant combien de gens qui crèvent là sur le bord des trottoirs. On va donner, et c'est pas pour les 3 pièces qu'on va donner qu'on va changer quelque chose à la vie de la personne, c'est bien. Il ne faut pas se tromper. On n'est pas le bon samaritain pour le coup. Mais pour être le bon samaritain, vous imaginez dans les rues de Londres, de Paris ou n'importe où, si vous faites le bon samaritain auprès de chaque personne que vous voyez échouer les naufragés des villes, les naufragés de tous nos systèmes économiques et qui crèvent misère de chaleur et de déshydratation en été, de froid en hiver, etc., et tout simplement de faim, d'alcoolisme et de détresse, comment s'y prendre? Il y a des gens qui ont créé des associations, d'autres qui travaillent justement dans toutes ces associations. Je crois que c'est une manière active mais on ne pourra jamais être partout. Quant à l'oubli, quant à la... Oui, là aussi, on a bien sûr une responsabilité. Mais notre responsabilité, elle devient vertigineuse aussi au bout d'un moment. Le fait d'écrire est une forme d'engagement. Oui, mais il y a quelques écrivains qui revendiquent un véritable engagement. Il y a des écrivains assez militants, pour des causes diverses et variées d'ailleurs, tout à fait. Mais bon, je crois que ce qui importe, c'est pas de vouloir être militant, c'est surtout pas de vouloir démontrer des choses, vouloir passer un message. Tout ça, c'est en général, c'est de la très mauvaise littérature. Mais c'est, je crois, vraiment essayer de traduire ce qui s'exprime de soi d'une manière confuse, mais qui vraiment est ce qui nous tourmente. Alors, ça peut se traduire, chacun va le traduire de manière diverse, d'autres dans un engagement plus concret, d'autres dans une forme artistique, et voilà. Et c'est peut-être cette pluralité qui fait qu'il y a un minimum de choses qui se font et qui restent un peu à la surface, que tout ne couvre pas. Mais bon, ceci dit, ce sujet sur un plan à la limite philosophique serait très intéressant à traiter, mais par des gens vraiment la compétence, quoi. Parce que lui, ça fait entrer en ligne de compte des... Il faudrait préciser les termes, personne, individu, vous voyez, c'est pas la même dimension qui va être donnée à la notion d'individu. Maybe we will pass on to a small passage in La Fleuron des rues de Prague. Sylvie Germain spent quite a bit of time in Eastern Europe, and often this is something that interests her. The problems in Eastern Europe cannot reflect, so we thought we'd have a short passage from La Fleuron. C'est pas un passage très rigolo, mais c'est vrai que si je veux trouver des passages rigolos dans mes livres, il faut y aller avec une loupe. Ça arrive parfois. C'est lequel d'ailleurs? 7e apparition. Alors, vous commencez, moi je reprends. Oui, il y aura ça. C'est donc un extrait de La Pleurante des rues de Prague, ou un récit dont je résume que je vous laisse lire et puis commencer. So, seventh appearance. A tear upon your eyelashes shatters the curse upon the roofs of the
weighs upon my heart, yet it was for you I wished for song, Yaroslav Seifert. In the folds of her garments, the colour of earth and masonry, the lame giant woman, the weeper of the streets of Prague, carries faces and voices in their thousands. She conceals so many names in the folds of her fraying dress that they could form a whole people, like the names carved on the walls of war memorials. She keeps in mind the timbre of all the voices which murmur in those dark folds, to emerge and escape from them at times, one by one, like bees leaving a swarm to go off and fly around in the light of day. She knows the faces of all those beings intimately. She can put faces to all those voices and names. But she is not a spectre, a fossilization of the past, nor is she a prophetess. She foretells nothing. She is the face of time, which passes and slips away and disappears, and marches on ceaselessly into the light of day, and ceaselessly into shadow, into mist, which sinks into night, then rises again with the day. She is the mysterious tremor which runs over the face of time, a tremor of weariness, emotion, tenderness or pain, but never of anger. Never during her appearances has there been the slightest suggestion of violence. She is the face of the time of men, the tender and vulnerable surface of their faces, the face of the human heart. She is the infinitely gentle face of compassion which runs over this face, as vast as the world and as long as history. Perhaps she is the distant echo of the pity of God, that immense and unceasing pity which beseeches that its sad call be heard and heeded in the world, that imminent pity which runs through history, limping behind the perpetual din of wars, crimes, and all spilt blood. But she is hounded everywhere. Man can do nothing but add to her sorrow, to the darkness and blood and tears in the folds of her tattered dress. Yet she never wearies of calling for pity for each and every one. Excusez-moi juste. Il traduit face, peau du visage. Peau du visage. Le traducteur a mis partout face. Oui, ça me semble bizarre. Et en français, c'est peau Peau du visage. Mais même avant peau du visage, c'est peau du temps, etc. Oui, justement, vraiment, c'est la peau. Ça devrait être peau. skin. C'est ce qui me semble. Vous voyez, quand on entend lire, c'est bizarre. Parce qu'en anglais, ça fait bizarre. Skin. Aussi. Mais Excusez-moi, c'est pas. Ah oui, puis je me suis trompée de. C'était pas celui-là que j'avais prévu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un soir, elle apparut comme jamais encore elle ne s'était montrée. Elle se tenait assise au flanc de la colline de Vyšehrad. Sa taille et son volume n'étaient plus seulement ceux d'une géante, mais d'un colosse démesuré. Colosse étrange, dont la silhouette était diaphane et qui semblait sans force. Son corps avait la translucidité du verre ou d'une pierre de lave. Les lueurs et les ombres du soir la traversaient. Elle se tenait assise, les mains posées sur ses lourds genoux écartés, ainsi qu'une paysanne prenant un instant de repos sur un talus au bord d'un champ à la tombée du jour. La ville, dont les lumières s'allumaient, s'étendait à ses pieds. Elle trônait, immobile, en humble majesté. Et soudain, elle pencha légèrement son buste en avant, ouvrit les bras et les tendit vers la ville, comme si elle invitait la ville entière à venir se coucher sur ses genoux, à venir se reposer entre ses bras. Et elle souleva la ville tout doucement. Elle la souleva comme une mère son enfant et la posa sur ses genoux pour la bercer. Et les voix mornes des haut-parleurs de la gare de Smirhov, annonçant de l'autre côté du fleuve les départs et les arrivées des trains, se mirent à chantonner une berceuse. Les haut-parleurs de la gare répondaient dans le soir la calme chanson murmurée par la géante. Et pendant un instant, la rumeur de la ville se fit légère comme un souffle d'enfant assoupi. Et le fleuve qui ruisselait entre les bras de la géante prit l'éclat d'une larme luisant au bord des cils d'un tout petit enfant qui vient de recevoir consolation,
après un grand chagrin. Les cygnes et les canards se regroupèrent le long des berges, glissèrent leur tête sous leurs ailes. Et le reflet des ponts sur l'eau s'éclaira jusqu'à prendre la couleur du lait, tandis que les tintinabullements des tramways s'égrenaient en grelots argentins qui semblaient provenir des premières étoiles. Un instant, juste un instant, toute la ville fut bercée sur les genoux de la géante, fut enveloppée dans ses bras, caressée par le chant qui montait de son ventre, de ses entrailles de terre et de racines, de son cœur teintant de larmes au goût de lait. Un instant, un merveilleux instant, la ville fut délestée de son siècle de plomb et de crasse et de sang, et retrouva le très beau songe de ses origines. Elle se souvint de ce jour de légende où la princesse Guy Boucher présagea sa splendeur et sa gloire à venir. Bon, non, parce que le... Maybe a couple more questions, we still have a few more minutes. We don't need this next one. I've got a really general question, and we've really enjoyed hearing all about the themes and your thoughts behind it. It's really helped illuminate the writing. But I'm just fascinated by how writers write, and I just wondered if you could talk a little bit about your process of writing. Do you keep notebooks? Do you draft and redraft? Do you use the computer, etc. by hand? Donc sur la pratique, la méthode, presque, enfin, la technique, je veux dire. Voilà. Si je suis passée à l'ordinateur. Non, jusqu'à il y a à peu près 5 ans, j'ai écrit à la main. Et je pensais que jamais je pourrais abandonner ça. Et j'aimais bien certains papiers, parce que ce gamin Glenda, les papiers Clairefontaine, j'ai dû apprécier ça, et j'aimais beaucoup certains papiers, certains stylos, etc. Je me suis dit, jamais, en plus je suis très maladroite avec les techniques. Mais j'ai toujours procédé de la même façon, je n'ai jamais fait, j'ai toujours fait un seul brouillon. J'écrivais à la main, un peu comme un cochon d'ailleurs, mal, avec beaucoup d'abréviations, et au besoin je rayais sur mon papier, etc. C'était assez lisible les brouillons. Et puis une fois ce brouillon fini, je passais sur une machine avec, j'ai toujours tapé avec 2 doigts, je tapais sur c'était une Canon, voilà, je tapais. Et comme je suis très feignante, si je faisais trop d'erreurs, je mettais, vous savez, le blanc là, mais je voulais bien retaper une fois ma feuille, mais pas 2, hein, donc c'était comme ça. Ce qui fait qu'il y avait très peu de changements entre mon brouillon et mon tapuscrit. On a fini par inventer ce mot, il y avait le manuscrit et le tapuscrit, et en fait je n'avais qu'un tapuscrit, je ne faisais pas plusieurs versions. Il y a beaucoup d'écrivains que j'entends quand ils parlent de leur manière de travailler, qui écrivent et réécrivent jusqu'à 10 fois. Mais peut-être c'est une autre manière d'écrire. Si je peux faire ça, comme ça, c'est que avant de me mettre à écrire, j'ai laissé en fait ressasser toutes ces voix dont je parlais, l'imaginaire, tout ça, je le laisse, voilà, un peu, vous savez, comme une eau un peu glauque qu'on laisse, qui se baratte toute seule. Et puis, quand je passe à l'écriture, c'est que je sens que quelque chose est sur le point de sortir par ces bouffées d'inspiration. Ce qui fait que je vais écrire mes phrases quand quelque chose se formule déjà. Le fait de me mettre à écrire va provoquer une sorte de bouffée d'inspiration, si je puis dire, et je vais les formuler. Puis il y a un moment où je bute sur un doute, ou je ne sais pas, ou j'arrête, j'attends, ça peut être 1 heure après, ça peut être 1 semaine après que je continuerai. Donc j'écris par à coup. Voilà, c'est par à coup. Et c'est peut-être pour ça que le travail, en grande partie de brouillon, s'est fait à fleur de conscience, voilà. Et puis, bon, ben, l'ordinateur est quand même arrivé, et j'ai fonctionné très progressivement. J'ai donc fait un premier livre, c'était un livre qui s'appelait Les personnages, qui était une sorte d'essai, mais assez libre, sur ce que sont que les personnages dans l'imaginaire, justement, du romancier. Donc c'est un peu sur la pratique, la fabrique de l'imaginaire.
Et je trouvais ça très drôle de taper directement le fameux traitement de texte. Et voilà, je tapais, et arrivé à la moitié de ce livre, parce que même les essais, je les fais comme les romans, hein, par petits à-coups, etc. J'ai fait une pause, et puis l'écran qui était au noir, j'étais en train de fumer ma cigarette, tout simplement, bon, à la fenêtre. J'ai vu que l'écran virait au noir, je n'avais pas dû bien comprendre le fonctionnement de l'ordinateur. Je suis revenue vers mon ordinateur, j'ai pas compris ce qui se passait, il m'a demandé en plus en anglais, pas compris, il ne parle qu'en anglais les ordinateurs, bref, il m'a demandé si je voulais enregistrer les... non, avant, voilà, comme il ne venait pas assez vite sur allumer, que je suis un peu impatiente, j'ai peut-être maltraité la souris. Je l'ai un peu agité beaucoup dans tous les sens, et c'était toujours tout noir. Je l'ai beaucoup frappé, c'est vrai. C'est bon, donc d'un coup, bing, il s'allume et il me dit, voulez-vous enregistrer les changements apportés? Ben, j'ai dit, aucun changement apporté, j'ai pas compris qu'en maltraitant la souris, je lui avais fait dire n'importe quoi moi. Donc je dis, non, ou plutôt, oui, pensant que c'était mon texte d'avant, ah ben j'avais gagné, tout a disparu. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans le noir en maltraitant la souris, mais je lui ai fait dire des choses vraiment insensées. En tout cas, j'ai perdu intégralement mon texte. Coup de dépression, parce que voilà, j'avais pris aucune note, rien du tout. Et comme je fonctionne par petits à-coups d'inspiration, ben, elle ne revient pas comme ça, l'inspiration. Donc, j'ai boudé avec moi-même pendant un mois ou deux, et puis au bout d'un moment, ben, voilà, je suis survenue, j'ai tout refait à la main. Ça a servi de leçon. Mais bon, après, j'avais des garde-fous, certaines choses, j'ai compris qu'il fallait être un peu plus délicat avec la souris. Et c'est vrai, j'ai écrit tous mes livres après avec, même si un jour le disque dur a cassé, bon, mais ça arrive à tout le monde. Mais je l'utilise que comme traitement de texte. Alors du coup, c'est vrai que je n'écris plus à la main. Et j'ai remarqué, je pense que tout le monde l'a remarqué, à quel point on perd vite la pratique de l'écriture manuscrite. Ça m'a effarée de voir que j'ai du mal maintenant à me remettre à l'écriture manuscrite. C'est très rare que j'écrive maintenant à la main, c'est fou. Bref, donc je l'utilise comme traitement de texte et c'est vrai que c'est assez pratique, mais on n'arrête pas de me demander, les écrivains, je pense que c'est pareil ici. Juste avant de venir, par exemple, le journal Le Monde a envoyé à plusieurs écrivains, dont moi, un questionnaire qui tournait qu'autour de ça. Est-ce que le fait d'être passé à l'ordinateur a changé votre manière d'écriture, a changé votre rapport au texte et tout? Et je me suis rendu compte en leur répondant d'une chose qu'il faudrait que je creuse un peu, c'est que ça n'a pas du tout changé ma relation à l'écriture. Du moins, il ne me semble pas, vraiment pas. J'aimais la blancheur du papier, et là, c'est encore mieux parce que c'est un blanc éclatant, la blancheur de l'écran. Et j'aime bien quand j'essaie de le faire le plus blanc possible, parce que souvent il y a plein de trucs autour, tout ça. Plus c'est blanc, mieux c'est. Il y a quelque chose comme un défi, là, c'est extraordinaire. Je me dis, ça doit être les mois que connaît aussi le peintre quand il va commencer devant son chevalet. En plus, c'est debout, quoi. Enfin, c'est devant. Et il y a quelque chose, puis voir, c'est magique. On fait tac, 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 et hop, il y a des mots qui viennent. Moi, je trouve ça magique. Les mots m'émerveillent toujours, de toute façon. Donc, voilà. Mais... Ah oui, c'est ce que j'avais noté, c'est que si ça n'a pas changé ma relation à l'écriture, ça, en revanche, je ne peux pas vraiment lire longtemps un texte. Ça passe pas du tout pareil avec la lecture. Et il mettait ça sur le même plan. Et j'ai dû faire la distinction. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi ça ne me gêne pas d'écrire sur un ordinateur? En revanche, ça me gêne terriblement de lire sur un ordinateur. Alors, par la force des choses, je relis, mais par petits bouts. Quand je vais me remettre, par exemple, quelques jours après avoir arrêté à mon texte, je suis bien obligée de lire les... Je lis les dernières pages, donc j'en lis pas beaucoup. Et les rares fois où je vais sur Google, etc., pour aller chercher, je veux me renseigner sur quelque chose, je lis des textes très très courts. D'abord, ça me fatigue les yeux, et d'un coup, je me sens dépossédée de la... Il n'y a plus de rapport charnel, voilà. Et je me suis rendu compte que ce qui me manquait, encore en quoi je suis du XXe siècle, c'est le rapport, je dis charnel, je voudrais dire simplement physique ou matériel, mais je dis bien charnel avec le livre, avec l'objet livre. Et je ne peux pas lire longtemps, non seulement pour les yeux, il y a ça qui me manque. Et je ne le ressens pas bizarrement avec l'écriture. Peut-être parce que
le côté passionnel est tel que je ne sais pas, que ça l'emporte, que ça ne me gêne pas, vous voyez. Je n'ai plus besoin de... Je ne me sens pas privée, je ne me sens pas mise à distance du texte, puisque le fait de voir surgir l'écriture en tapant est même presque plus excitant que d'écrire avec sa main, parce qu'il s'objective tout de suite, il est tout prêt, mais en même temps on peut l'effacer, et c'est quand même mes doigts à moi qui font tic-tac et qui font que les mots surgissent. Et je suis alors là dans une admiration enfantine devant ce prodige, quoi. Et la lecture, ça passe pas. Je me suis rendu compte que non. Sinon, dès que je dois lire un peu plus, je vais l'imprimer. Il me faut le recours au papier. Et ça, on retrouve dans les débuts de workshop, parce que c'est avec un ton très, très ironique que vous décrivez Oui, je les fais allusion à ça. Oui, qui se sont débarrassés de tous leurs livres parce qu'ils ont un e-book. Les i-voisins, voilà. Il y aura bientôt le i au lignien, absolument. Non, parce que j'ai entendu des gens dire, ouais, qu'est-ce que ça sera bien le jour où on pourra avoir le fameux e-book. C'est pas seulement pour se dire, bon, dans les bagages, effectivement, ça sera moins lourd et tout, c'est carrément, quelle place gagner, on n'aura plus de bibliothèque. Moi, quand j'entends ça, attends, je sais pas comment dire, mais c'est affreux. Parce que, comment on peut dire, je vais gagner de la place, je sais que ça pose un problème. Et surtout quand on habite, les gens qui habitent à Paris, les appartements sont petits, ça pose un problème, je suis consciente. Mais comment on peut dire, presque soulagé, je vais supprimer les bibliothèques, complètement les bibliothèques, et j'aurai ce livre qui a tout. Je trouve ça affreux, affreux. On peut avoir les deux, quoi. Ou au moins garder des pans de bibliothèque. Moi, je remarque toujours, quand je vais chez des gens, c'est plus fort que moi, j'ai des yeux qui font ça. Et si je vois des murs tout nus, enfin tout nus, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent sur leur mur, mais pas de livres, ça crée un désarroi, voilà. Donc voilà, mais je me dis, il faudrait que je réfléchisse plus sur la différence entre lecture et écriture. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui éprouvent la même chose avec la lecture ou en écrivant, surtout on écrit ici. Les fautes n'apparaissent pas de toute façon quand on lit sur un ordinateur, quand on se relit. On a besoin d'imprimer pour voir la feuille, pour en ce qui concerne, pour réaliser, pour modifier les phrases. Ah oui. Je suis peut-être la seule. Donc moi j'ai une autre question, on va faire un plus grand écart, mais j'avais quelque chose qui m'a intéressée dans vos livres, c'est la quête de l'identité. Par exemple, Midambre, on voit le personnage Charles Victor qui change d'identité en devenant le prince très sale et très méchant. Dans Magnus, on voit, il s'appelle Franz George Dunkeltal, qui devient par la suite Adam Schmalker et qui prend une autre identité juste avant celle de son père lorsqu'il change les papiers, lorsqu'il obtient ses faux papiers. Et puis ensuite, il prend le nom de son ours en devenant Magnus. Cette recherche de l'identité, donc le premier cherche en fait à se retrouver, tandis que le second cherche à retrouver son identité perdue. La quête de l'identité, c'est un thème qui a une résonance particulière. Et là aussi, ça m'a été pointé du doigt vraiment par des lecteurs de Magnus. Moi, je ne m'étais pas posé cette question, mais ça va rejoindre complètement ce qui avait été dit plutôt à la question posée par Toby Garfield sur l'origine, ce thème de l'origine. Ça finit par se rencontrer un peu les deux problématiques, puisque ces quêtes d'identité, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en quête de leur origine pour forger son identité, fonder son identité réellement. On a besoin déjà l'asseoir sur un socle qui est cette origine. Et souvent, c'est le problème. Et j'ai mieux compris aussi pourquoi mon livre s'appelle Magnus. J'ai une chance énorme. Il a reçu vraiment un prix qui est, je crois, des prix les plus sympathiques qu'on puisse recevoir en France, qui est le prix des lycéens, qui est octroyé donc par des lycéens. Et donc, fatalement, quand on a ce prix-là, après, on est amené à aller dans pas mal de lycées. Et les rencontres les plus étonnantes, alors il y a des lycées littéraires, des lycées... Et puis aussi, là où j'ai eu les rencontres les plus étonnantes, c'était des lycées professionnels
dans des classes parfois de garçons qui vraiment n'avaient jamais ouvert un livre de leur vie, quoi. Et qui, embarqués par un prof, du moins une partie de la classe, ont joué le jeu, ont lu les livres et tout. J'ai eu des expériences assez étonnantes, vraiment, des choses très étonnantes. Et plusieurs, mais aussi un lycée hôtelier, bon, là où c'était très étonnant, c'était un lycée où ils se préparaient pour être électriciens. Et quasiment tous ces enfants venaient du Maghreb et d'Afrique. Donc même sur le plan de culture, c'était pas la même culture, et ils le lisaient aussi avec un arrière-fond très différent. Donc, mais du coup, ils ont posé des questions étonnantes. Il y a même eu un quart d'heure magnifique. Ils ont fait du rap. Ils ont pris 2 pages et ils ont rappé. Pas comment dire. Ils ont fait du rap sur une manière de le lire, façon rap. Tout ça, c'était très très beau. Et mais certains m'ont posé des questions incroyablement fines, étonnantes. Bon. Et presque tous les lycées où j'ai eu à passer, tous, parce que j'étais un peu étonnée, mais je trouvais que ce livre n'était pas si facile. Pourquoi s'était quand même intéressé, il avait lu plus ou moins jusqu'au bout, j'étais assez étonnée. Et ils m'ont dit, mais c'est normal, c'est un problème d'identité. Moi, je n'ai pas pensé. Hein. Ils m'ont dit, c'est une quête d'identité, et nous, c'est notre problème à notre âge. Ah, j'ai eu la réponse. Voilà. Ils ont vu ça comme une quête d'identité. Et oui, on peut le voir comme ça. Et mais bon, j'ai envie de revenir à ce que j'ai dit un peu plus tôt au sujet du thème de l'origine, finalement. Mais en même temps, c'est vrai que ce thème de l'identité, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie à nouveau de revenir, parce que on voit bien que c'est un des grands tourments, enfin le tourment partagé par tout le monde, et que les enfants aussi, parfois, on se pose vraiment des questions, quoi, devant le peu, justement, de fiabilité, parfois, des adultes, où ils ont donné une certaine image et tout. Et surtout, j'en pensais, et je me dis que je le prendrais peut-être carrément comme un titre de roman, c'est moi. Je suis toujours étonnée qu'on se dise comme ça, c'est moi, on sonne quelque part au téléphone, allô, c'est moi. Bon, évidemment, ça veut dire que ça se fait entre intimes et qu'il y a le grain de la voix qui va se reconnaître, mais parfois dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, chacun dit c'est moi et tout, mais parfois on dit oui, mais moi qui? Moi qui? C'est vrai, quel moi, lequel c'est moi? Et parfois on peut se sentir affreusement blessé ou nié par le fait qu'on ne nous reconnaisse pas instantanément. C'est moi est un mot totalement fourre-tout. C'est incroyablement fourre-tout ce mot, c'est moi. C'est le mot le plus anonyme qui soit. Et en même temps, toute cette folie autour du moi, moi j'aime toujours bien la formule de Pascal, le moi est haïssable. Tout dépend ce qu'on entend toujours, bien sûr aussi, sous le vocable moi. Hein, c'est vraiment, quand je disais un mot fourre-tout, c'est à différents niveaux. Et quand le moi se distingue du je, donc à nouveau c'est encore autre. Vous voyez, ça fait rentrer dans d'autres considérations, et c'est le problème, le moi, il est haïssable, comme dit la fameuse formule très lapidaire et problématique parfois de Pascal, mais le moi devient haïssable quand il se surévalue lui-même, quand pour le coup il oublie qu'il est polyphonique. Qu'est-ce qui constitue le moi? Mais en même temps, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et c'est vrai que ça me tracasse pas mal et j'aimerais retravailler là-dessus. Ça pose aussi un défi éthique, parce que c'est moi, ça fait penser au me voici chez les Lévinas. Voilà. Le fameux Chinini, là, oui. Le voici. Présence de l'autre, donc responsabilité éthique. Et pour ça que j'y pensais, je me dis ça peut aussi rentrer dans un roman, parce que vous savez, c'est justement. Quand il y a quelque chose de bien, on dit oh, qui a fait ça, qui est bien, c'est moi, là on est, hein, c'est moi. On voudrait toujours être en haut de l'affiche, comme on dit. Et puis, qui a cassé le vase là? C'est pas moi. C'est pas moi. Alors ça c'est un truc d'enfant, mais chez les enfants parfois c'est charmant, ça peut être agaçant, chez les adultes c'est odieux. Et bien on se prend la main dans le sac soi-même parfois, on ne dit pas c'est moi qui ai fait ces bêtises. Alors, il y a aussi ça, je veux dire, c'est moi qui se met, qui s'expose. Entre le c'est moi qui s'exhibe par vanité, etc., et le c'est moi qui s'expose par bravoure ou au sens du me voici biblique, il y a un abîme. Donc, ce simple mot moi, à lui seul, peut donner encore
l'objet de tout un colloque en plusieurs jours. Ah, vous avez toute une liste de colloques à venir. Excusez-moi, donc on a abordé le processus d'écriture avec une question, puis les lycéens qui ont rappé sur votre texte. J'avais une question complémentaire, en fait, c'est justement sur la lecture. Parce que vous avez abordé, donc aujourd'hui, comme dans d'autres interviews, l'altérité qu'on a en soi, et donc le rapport à l'écriture par rapport à ça, qu'on écrit ni tout à fait pour un public, ni tout à fait pour soi, et quelque part au milieu. Et justement, par rapport à cet acte de lecture que peuvent avoir les autres ou vous-même, quand vous lisez un texte comme aujourd'hui, que ce soit donc sinon la critique littéraire ou la critique universitaire, quel rapport global vous avez à ça? Même si bien sûr je pense bien que c'est ambivalent et que c'est pas toujours brut, une émotion brute, mais est-ce qu'on a l'impression que le texte échappe? Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est juste une réappropriation? Comment vous percevez vos textes, lus par d'autres en fait, ou quand vous devez les lire devant un autre? Ah non, les textes, si c'est simplement le texte lu par d'autres, parfois c'est des comédiens, etc. Non, ça met toujours dans une position un peu délicate, j'avoue. C'est un peu délicat parce que je ne peux pas m'empêcher de repérer des choses que je voudrais corriger, que je me dis là, il y a trop de mots, ou là, je voudrais trop d'adjectifs, ou ceci, cela, ou les répétitions. Et je me dis, non, quand même, là, j'exagère, ça fait la 100e fois que j'emploie le même mot. Bon. Il y a cette espèce de gêne, vous voyez, qui peut être comme ça. Et en même temps, je m'abstrais un petit peu. Parce que c'est quand même délicat aussi d'entendre ses propres textes lus, ça fait un effet bizarre. Et parce qu'il y a un côté, qu'on le veuille ou non, qui est quand même impudique. Même si ce que j'écris n'est absolument pas autobiographique, ou du moins pas de manière directe, c'est vraiment... Les éléments autobiographiques sont vraiment très, très obliques, très clandestins, très transformés, etc. Donc je n'ai pas à me sentir gênée parce que je raconte en direct l'histoire me concernant. Il n'empêche, c'est quand même son imaginaire, c'est quand même qu'est-ce qui est de plus intime que son imaginaire. Et on le livre là, et donc c'est bien, l'écrivain il avance absent. Et c'est plus que masqué, il avance absent, puisque voilà, il laisse le livre se balader, mais lui, il n'est pas obligé d'être là. Hein. Et là, on est présent et en même temps, il y a quelque chose qui est dit de son imaginaire. Donc il y a toujours ce côté un petit peu gênant, mais bon, c'est presque un phénomène de dédoublement, d'abstraction. Alors après, des mises en scène, il y a des acteurs, parfois des comédiens, qui prennent des textes, bon, ils ne peuvent pas en faire vraiment du théâtre, mais presque. Une fois, j'ai assisté au travail fait par une femme comédienne qui était assez étonnant à partir d'un de mes romans qui s'appelle La chanson des mal-aimants. Elle a pris certains passages, bon, elle a rebidouillé, ça me plaît pas, mais elle avait fait, elle, un beau travail de comédienne, en tout cas, un très beau travail. Il y en a une autre, elle lit des passages entiers, les 3/4 d'ailleurs de La pleurante des rues de Prague. Mais bon, déjà, le fait d'éliminer certaines parties, ça fait déjà un choix. Dès que vous éliminez, vous faites des coupures dans un texte, ça veut dire que votre texte n'est plus tel quel. Là, le peu que j'arrivais, c'était facile. Là, c'est rigolo d'entendre dire dans une autre langue où je connais un minimum de mots, en suivant avec mon texte. Et c'est là que j'ai bien repéré que je n'entendais pas le mot skin. Je connais au moins ce mot-là et je me dis, tiens, pourquoi j'entends jamais skin? Or, le mot peau est répété constamment. Et j'ai vraiment pensé à la peau. Je sais bien parler de la peau du temps, parler de la peau de l'invisible. Ça fait bizarre aussi en français. Donc, pourquoi pas skin? Voilà, peut-être que moi, je ne suis pas capable d'apprécier la différence entre ces deux mots, le mot qu'a choisi la traductrice. Mais peut-être est-ce un mot qui ne me conviendrait pas. Je n'ai pas le niveau d'anglais suffisant, là c'est sûr, pour apprécier. Mais j'imagine, c'est comme si au lieu de peau, on mettait derme. Ça serait bizarre, le derme du temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de synonymes à peau. Hein. On dirait derme ou l'épiderme, ça ne va pas. Donc voilà, je ne connaissais pas l'emploi de ce mot comme ça. Donc... De toute façon, à l'instant où on accepte qu'un livre soit édité, on accepte aussi qu'il soit livré à toutes les interprétations possibles, dont certaines peuvent être très désagréables, ou aller à l'encontre de ce qu'on pensait exprimer, ben, ça arrive souvent. Mais si on veut que tout aille bien, ben, on ne le fait pas
pas éditer, hein. Sinon ça serait sans fin. Et après, quand on est traduit dans des langues étrangères, on sait là aussi qu'il y a des risques. Parfois on tombe sur d'excellents traducteurs et parfois sur des traducteurs qui laissent... donc j'ai autant pas trop savoir, comme ça... Thank you very much. I think now we've taken up so much time with Sylvie Germain. She has been so kind in the kindness that we noticed the humanity in her characters and it's from her person as well. So thank you very much, Sylvie Germain. Thank you for coming, and I believe there's some wine outside, some drinks, Yes, just there, just waiting. Okay, thank you. Thank you.